Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme chaque semaine, on fait une petite vidéo pour préparer ensemble le CAP AEPE. La semaine dernière, on a vu ensemble la grille d'évaluation EP1. Cette semaine, on va essayer de voir ensemble la grille d'évaluation EP3. C'est très important de savoir ce qui va vous attendre, ce que les examinateurs ont entre les mains quand vous allez être évalué. Cette grille d'évaluation, déjà, petit rappel, elle va être valable. Que vous soyez assistante maternelle, garde d'enfants à domicile avec un projet, plutôt avec un livret d'accueil réel, ou elle va être également valable si vous êtes un candidat sans livret d'accueil réel, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un ensemble documentaire. Donc voilà, donc c'est exactement la même grille d'évaluation. C'est bien évidemment la grille d'évaluation pour l'épreuve ponctuelle. Attention, si vous êtes en CCF, c'est-à-dire contrôle continu de formation, ce sont très souvent les candidats qui passent l'examen sur plusieurs années, notamment sur 2 ans, qui sont dans une école particulière, ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, vous êtes plutôt un candidat libre, avec centre de formation ou pas, voilà. Vous êtes, je pense, en ponctuel. Donc voilà, donc là, on va regarder ensemble la grille d'évaluation ponctuelle pour le P3. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on ne sait jamais. Donc je suis Béatrice Monnier, formatrice sur Toulouse pour bien sûr la petite enfance. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse bien évidemment de mon site internet. Vous pourrez retrouver plein d'informations pour tous les cours, notamment pour le P3. Pourquoi pas, pour pouvoir bien sûr réussir votre examen. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. À tout de suite. Alors avant de débuter peut-être là, de voir ensemble la grille d'évaluation, peut-être petit rappel vite fait sur l'épreuve EP3. L'épreuve EP3 va être différente en fonction de si vous êtes assistant maternel, garde d'enfants à domicile avec un projet d'accueil réel, ou si vous êtes candidat classique sans projet d'accueil réel. Si c'est le cas, si vous êtes candidat classique sans projet d'accueil réel, là ça va se diviser en 2 étapes. Première étape, vous allez avoir un ensemble documentaire à analyser pendant 1 heure et demie. Donc il y a plusieurs ensembles documentaires, il y a une soixantaine d'ensembles documentaires. Ces ensembles documentaires, donc du coup, vont varier, différencier en fonction de votre jour et heure de passage. C'est pour vous expliquer en fait que vous n'aurez forcément pas le même ensemble documentaire que la personne qui est passée le lendemain, l'après-midi, la veille, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc ça, vous avez donc 1 heure et demie pour analyser cet ensemble documentaire, préparer les réponses, les questions et les réponses bien sûr qui vous sont donc posées. Après, vous allez avoir 25 minutes pour répondre à ces questions. Donc là, on va dire, ça se divise encore en 2. 5 minutes, vous allez répondre à 2 questions bien précises de l'ensemble documentaire. Et après 20 minutes de questions de la part des membres du jury sur justement cet ensemble documentaire, en référence bien sûr avec le référentiel, comme on va le voir. Si vous êtes par contre assistant maternel, garde d'enfants à domicile, en tout cas si vous avez choisi de présenter votre projet d'accueil réel, là vous avez votre projet d'accueil réel à faire chez vous en 5 pages grand maximum. Alors une question qu'on me pose souvent, est-ce que ce sont 5 pages recto verso ou 5 pages recto? Donc voilà, attention, c'est 5 pages, 5 pages. C'est-à-dire si on ne fait pas du recto verso, bien sûr vous pouvez le mettre en recto verso, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, si vous le mettez en recto verso, ça vous fera 2 pages et demie. Voilà, sinon c'est 5 pages recto. Donc ça c'est très important. Et puis là, vous allez, donc du coup, vous allez présenter directement devant les membres du jury. Il n'y a pas de temps de préparation avant, le temps de préparation, il se fait bien sûr chez vous. Voilà, donc là, vous allez arriver directement. Vous allez vous présenter devant les membres du jury pendant 5 minutes, présenter vite fait votre projet d'accueil, pardon, et puis vous aurez également 20 minutes de questions. Donc c'est exactement la même grille, que vous soyez en candidat classique, normal, sans projet ou avec projet. Voilà, ça c'est bien comprendre, c'est exactement la même grille. Donc voilà, maintenant on va essayer de voir donc du coup la grille d'évaluation. Déjà, voilà comment ça se passe, vous voyez, donc on vous rappelle là le coefficient, je vous rappelle que c'est coefficient 4, le P1 c'est coefficient 7, le P2 coefficient 4, et le P3 coefficient 4. Donc ça c'est ce que vont avoir donc du coup les examinateurs, les membres du jury, avec le total de points qui est donc une note sur 80 points qui sera donc du coup divisé par 4 pour que vous ayez une note sur 20. Voilà, donc comme pour la grille d'évaluation EP1, on rappelle, voilà, vous voyez, on vous rappelle les notions, vous rappelle, vous n'avez pas cette grille d'évaluation, mais en tout cas, on rappelle aux examinateurs, du coup, les notions que vous êtes censés connaître. Donc, les T5, ça fait référence bien sûr au référentiel, on a déjà vu ensemble, déjà, rappelez-vous le référentiel, donc voilà, donc ça fait référence au T5, RS3, RS4, RS5, et ce qu'on appelle le savoir-être, on va le voir ensemble. Donc, vous voyez, là, pour le P3, vous avez essentiellement
essentiellement, hein, 4 critères et 4 notions importantes à connaître, T5, RS3, RS4 et RS5. Et à côté, vous avez donc les points hein, attribués, 20 points, 14 points, 6, 6 et 6, on va le voir, et 8 points pour la notion de savoir-être. Donc, comme pour l'EP1, hein, l'examinateur doit obligatoirement, il va, ou plutôt les examinateurs, je vous rappelle, ils seront deux, hein, c'est une obligation, donc ils vont obligatoirement vous poser des questions. Donc, vous ne pouvez pas faire impasse hein, sur des cours, hein, sur des sujets, c'est pas, des notions plutôt, puisque si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas notamment ce qu'on attend de vous, notamment dans cette petite partie-là, T5, organiser son action, ben, vous pouvez hein, perdre bien évidemment 20 points ou en tout cas perdre certains points. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit dans, voilà, donc là, vous voyez, on vous donne une petite liste de notions. Bien sûr, les examinateurs ne vont pas vous poser toutes ces notions, c'est pas possible. En 20 minutes, c'est pas possible. Vous aurez peut-être déjà, vous, lors de vos 5 premières minutes, présenté des informations, des notions notamment peut-être sur, vous aurez peut-être, en faisant votre journée type ou en faisant le repas de l'enfant, vous aurez, j'espère pour vous, respecter le degré de développement de l'enfant et d'autonomie de l'enfant en fonction des siestes que vous allez proposer, en fonction des activités que vous allez proposer, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous allez marquer déjà dans les 5 premières minutes de votre oral, hein, vous allez déjà commencer à marquer des points. En tout cas, j'espère pour vous. Voilà. Si bien sûr, vous n'avez pas bien respecté le degré de développement et d'autonomie de l'enfant, ben là, à ce moment-là, les examinateurs, s'ils veulent vous mettre des points sur cette partie-là, ils vous poseront des questions. Vous voyez, ils vont vous poser des questions. Les ressources et les contraintes, là, je vous rappelle que dans votre ensemble documentaire pour les candidats classique, vous allez avoir une petite liste des annexes avec peut-être les souhaits des parents, peut-être voilà les recommandations des parents, les autorisations qui ont été signées, qui n'ont pas été signées. Donc voilà, donc il faudra bien prendre en compte les contraintes. Et pour les assistantes maternelles ou gardes d'enfants, on va dire au domicile, si vous avez fait le choix de respecter, de présenter un projet d'accueil réel, là aussi bien ne pas oublier de parler des rituels, des recommandations des parents, et ainsi de suite, hein, parler partie de ce qu'on appelle bien sûr les contraintes pour vous en tant qu'assistant maternel, peut-être aussi parler des PMI, de la PMI, hein, vos obligations envers la PMI lors de l'accueil d'un enfant ou lors du départ d'un enfant ou ainsi de suite, voilà, bien sûr. Voilà. Lecture du planning d'activité, ça sera le planning, si vous voulez, d'accueil de l'enfant ou des enfants plutôt que vous pouvez avoir en annexe. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez respecté votre journée type, est-ce que vous avez bien pris en compte ce planning d'activité? Est-ce que vous avez bien pris en compte les heures d'arrivée et de départ des enfants? Est-ce que vous avez bien pris en compte, voilà, est-ce que vous n'avez pas oublié un enfant? Voilà. Donc tout ça, vous voyez, hein, ce sont bien comprendre ce qu'on attend de vous. Bien sûr, attention, pas de panique non plus, hein. Ça se fait en principe naturellement si vous êtes bien entraîné à faire une journée type. L'organisation, ça sera vraiment sur la journée type. Si vous êtes bien entraîné à faire une journée type, ça devrait aller. Sincèrement, vous devriez avoir quand même une note relativement potable, d'accord? Euh, Respecter les procédures d'information des responsables de l'enfant ou de la structure, hein, voilà, là c'est pareil, c'est les souhaits des parents, hein, voilà. Tout ça, il faut bien qu'on voie en fait dans votre journée type, mais également dans le menu, peut-être dans le choix du menu, peut-être dans ce qui va vous être posé. Hein, je répète, si vous êtes un candidat classique, vous allez avoir tous des sujets différents, donc en fonction des sujets, en fonction, voilà, vous allez avoir peut-être des questions différentes, donc bien voir ce qu'on va vous poser hein, pour bien respecter, bien prendre en compte en tout cas les contraintes, les souhaits des parents, les besoins de l'enfant, pour pouvoir justement mettre en place notre journée type. Ça, c'est très important, hein, d'accord? C'est la journée type, ça. Suivi de l'état des stocks adapté au fonctionnement du lieu d'intervention, estimation réaliste du volume des stocks. Voilà, là, on est vraiment dans la notion des stocks et transmission d'une appréciation qualitative et signalement des anomalies. Bon, voilà, ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle les stocks, et ainsi de suite. Ça, si vous devez faire votre journée professionnelle, je vous rappelle, vous avez deux types de journées peut-être à faire, la journée type des enfants et la journée type professionnelle.
Donc là, effectivement, dans la journée type professionnelle, ne pas oublier de parler des stocks une fois que les enfants seront peut-être partis. C'est-à-dire, si les enfants partent à 18 h, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage, l'entretien, les repas peut-être, et bien sûr, on vérifie les stocks, hein, d'accord? Stock de couches, stock d'eau, voilà, ainsi de suite. Vous pouvez également le faire, pourquoi pas, pendant la sieste des enfants, parce que là, dans la sieste des enfants, on peut vérifier, pourquoi pas, notamment le stock d'eau, hein, le stock d'eau pour, surtout si ce sont les parents qui amènent l'eau le soir, quoi, le lendemain plutôt, ou le stock de couches, ou le stock de lait, voilà, pour justement en faire la transmission le soir aux parents, vous voyez? Hein, d'accord? Donc ça, c'est essentiellement pour la journée professionnelle, hein, mais ça peut faire partie aussi des questions à l'oral, que vont vous poser bien sûr, les examinateurs, d'accord? Voilà, ça c'est T5, organiser son action. RS3, négocier le cadre d'accueil. Alors là, c'est plutôt un petit peu sur la réglementation, hein. C'est tout ce qui est sur les réglementations, projets d'accueil adaptés. Donc là, ça sera pour les assistantes maternelles. Bien évidemment, il faut que ça soit adapté à l'enfant. Ça sera également pour vous. Je vous rappelle, en tant qu'un candidat classique, libre, vous avez un projet d'accueil à compléter, hein, j'insiste bien, c'est à compléter, ce n'est pas à faire. C'est impossible de faire un projet d'accueil en 1 h 30, hein, c'est vraiment impossible. Donc vous, ça sera à compléter. Très souvent, il y a 2 ou 3 petits trous, on va dire, hein, c'est pré-rempli. Il y a 2 ou 3 petits espaces à compléter, voilà. Donc avoir bien respecté ça, voilà, hein, pour votre projet d'accueil, bien sûr. Respect du dispositif de l'agrément de l'assistant maternel, voilà. Tout ça, en fait, si vous voulez, ce sont des questions qui peuvent vous être posées, voilà. Bien sûr, là, pour les candidats classiques, forcément plutôt, hein. Combien, voilà, l'assistante maternelle a 3 enfants, par exemple, comment elle peut les accueillir, combien d'enfants peut-elle accueillir, ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est sur la réglementation, bien sûr. La convention collective nationale, le respect des limites entre vie privée et vie professionnelle, voilà, tout ce que vous pouvez dire aux parents ou ne pas dire aux parents, voilà. Donc bien connaître en fait cette notion de réglementation, bien connaître la convention collective nationale, notamment pour les assistantes maternelles, hein, notamment pour, on va dire, les besoins, le développement besoin de l'enfant. Je vous rappelle que la convention collective nationale recommande, hein, de faire des réunions relativement tous les 3 ou 4 mois, à faire des réunions entre parents et professionnels pour justement évaluer les nouveaux besoins, hein, de l'enfant, puisqu'un enfant, ben, il grandit forcément, donc il y a peut-être de nouveaux besoins. Voilà, donc bien connaître, hein, toute cette réglementation qui est donc du coup notée sur 20 points. Vous aurez forcément des questions sur la réglementation, que vous soyez donc du coup assistant maternel ou garde d'enfant, voilà, hein, ou que vous soyez, on va dire, un candidat classique, libre, sans projet d'accueil. Donc ça, vous ne pouvez pas y échapper. L'entretien. L'entretien, ce sont très souvent des questions fréquentes de citer l'entretien hebdomadaire et de citer l'entretien journalier. Donc voilà, donc bien connaître, hein, quand est-ce qu'on peut faire l'entretien, bien connaître le choix des produits, bien connaître donc les fréquences des opérations, c'est-à-dire quand est-ce que je peux le faire. Est-ce que je peux faire l'entretien si par exemple dans votre journée type, si vous devez faire une journée type professionnelle, où est-ce que vous allez mettre le nettoyage? Si vous devez faire une journée type des enfants, pareil, hein, où est-ce que vous allez mettre cette notion de nettoyage? Quand est-ce que vous allez la mettre? Voilà. Et voilà, bien connaître ça. Respect des protocoles, ça sont des questions qui peuvent être posées. Par exemple, si vous dites, ben voilà, je nettoie pendant la sieste des enfants, je nettoie la table où on a mangé, à la table qui a servi de table de repas. Comment faites-vous le nettoyage de la table? Si vous dites une fois par semaine, je nettoie les lits, comment faites-vous le nettoyage des lits à barreaux? Vous voyez? Respect du protocole de nettoyage, bien évidemment, qualité de résultat, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, hein, sur les notions on va dire, d'hygiène, avec cette notion de développement durable, hein, voilà. Pour ceux qui me suivent, pour mes candidats, mes élèves, vous savez, je vous en parle très souvent, la notion de développement durable. Vous devez utiliser des produits qui respectent le plus possible l'environnement. Donc c'est très important, cette notion de développement durable. Donc du coup, quels sont les produits que vous allez utiliser? Très souvent, les candidats classiques sans projet d'accueil, vous avez une petite en annexe, hein, vous avez une liste de produits, hein, voilà, une liste de produits ou des images, ça peut être aussi des images de produits. Donc du coup, quels sont les produits que je peux utiliser? Quels sont les produits que je ne peux pas utiliser? Voilà. C'est des questions, on va dire, simples en principe, hein, si vous connaissez votre cours, c'est relativement simple, pour avoir donc du coup les 14 points. Et puis là, on arrive à la partie qui est la plus, on va dire, sensible pour beaucoup de candidats, qui paniquent beaucoup de candidats.
C'est, la partie élaborer les repas. Donc du coup, vous voyez, elle est divisée en 3 parties, concevoir les repas, préparer les repas, servir le repas. Donc chacune est 6, hein, d'accord? Donc concevoir le repas, c'est justement le fameux menu. Vous allez, on va dire, en tout cas pour les candidats, classiques sans projet d'accueil, je vais pas dire à 100 parce que voilà, mais sincèrement, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de sujet, sans qu'on demande aux candidats de proposer un menu, hein. Je ne l'ai jamais vu, mais bon, on ne sait jamais, hein, peut-être que cette année, ils vont changer, je ne sais pas, donc voilà, je voudrais pas m'avancer un petit peu trop, mais en tout cas, le menu, en principe, vous allez avoir un menu à proposer. Bien sûr, ce menu, il va forcément, hein, être en accord avec l'enfant que vous avez là, parce que vous aurez peut-être un enfant allergique, vous aurez peut-être un enfant diabétique, vous aurez peut-être les souhaits des parents, hein, avec les parents, là, les contraintes. Vous aurez peut-être des parents qui ne veulent pas que leur enfant mange de protéines animales, hein, on en a de plus en plus. Dans les sujets l'an dernier, il y avait beaucoup, hein, de cas comme ça. Les parents ne voulaient pas de protéines, en tout cas pas de viande, hein, voilà, pas de viande ni de poisson. Alors le lait, tout ce qui était lait, œufs, c'était accepté, hein, voilà, mais surtout pas de viande ni de poisson. Donc comment faire un menu équilibré, hein? Voilà, ça va être également des questions sur le rôle, hein, sur le rôle des aliments, hein, le rôle des protéines, le rôle des glucides, pourquoi pas, le rôle voilà, le rôle des nutriments, hein, voilà, c'est important à les connaître, hein, voilà. Bien sûr, respect des étapes de la diversification alimentaire. Vous allez avoir quasiment systématiquement un enfant qui a débuté la diversification alimentaire ou qui est en fin de diversification alimentaire. Voilà, dans quasiment chaque ensemble documentaire, vous avez ça. Donc, bien respecter les étapes. Voilà, à partir de combien de temps peut-on introduire, on va dire, justement les protéines animales, par exemple, pourquoi pas, voilà. Donc tout ça, prise en compte des goûts, du PAI. Ah oui, voilà, des goûts du PAI. Voilà, donc PAI, hein, on va dire, là, vous voyez des petites trucs bizarroïdes là. Donc ça, c'est le PAI en cas d'allergie notamment, hein, voilà, les habitudes socioculturelles. Si un enfant ne mange pas de porc, par exemple, et ainsi de suite, vous voyez? Donc et des aliments à disposition. Alors ça, on va le retenir, voilà, parce que, l'an dernier, ils nous ont mis il faudra bien, bien faire attention à la liste des aliments que vous avez dans l'ensemble documentaire. Là, je m'adresse bien évidemment aux candidats sans projet d'accueil. Vous avez en principe une liste. Alors en principe, on va dire à 80 vous aurez une liste où vous aurez des photos, hein, d'accord? Donc faire bien attention que, on faudra proposer le menu en respectant bien comme il faut les aliments qu'il y a sur la photo. Vous ne pouvez pas en ajouter, vous ne pouvez pas, voilà, on respecte bien comme il faut, hein, les aliments, qu'il y aura dans les annexes. Ça, c'est très important. Respect le budget, donc ça c'est plutôt pour les assistantes maternelles, hein, voilà. Savoir qu'effectivement, hein, il y a un budget pour, on va dire, le repas. Savoir par contre également qu'à 80, là je m'adresse aux candidats classique sans projet d'accueil, vous devrez faire les repas. Même si de plus en plus d'assistantes maternelles ne font plus les repas, même si beaucoup d'assistants maternels, on va dire, réchauffent, hein, les repas, voilà. Mais là, vous, en tant que candidat, on va dire, en tant oui, que candidat pour passer le CAP, vous allez être mis en situation en tant que professionnel qui fait les repas, pour justement voir si vous maîtrisez cette notion d'équilibre, hein, de repas équilibré. Alors bien évidemment, hein, il faudra connaître bien sûr les risques, hein, si vous ne maîtrisez pas cette notion de repas équilibré, les risques pour l'enfant, bien sûr, hein, forcément. Donc ça, c'est concevoir, c'est dans la notion de équilibre menu. Préparer, là, c'est bien sûr la conception. Ça y est, maintenant que vous avez fait votre repas, vous aurez forcément des questions après, hein, dans la préparation. Vous êtes beaucoup, nombreux à me dire, est-ce qu'il faut que j'apprenne des recettes? Est-ce qu'il faut que j'apprenne les recettes, par exemple, d'une purée de carottes et ainsi de suite? Forcément, vous aurez des questions dessus. C'est-à-dire que si vous me dites là: «Je vais faire une purée de carottes», par exemple, purée de carottes, pommes de terre, je vous donne un exemple, hein, d'accord? Mais là, voilà, comment choisissez-vous les aliments? Quel type de cuisson allez-vous utiliser? Comment lavez-vous, vos aliments? Heu, qu'est-ce que la marche en avant? Comment éviter justement les notions d'intoxication alimentaire? Voilà, toutes ces notions-là, hein,
comment conservez-vous une fois que votre purée de carottes, pommes de terre a été, on va dire, cuite, ça y est, prête, comment la conservez-vous, hein, voyez? Quand faites-vous également le repas? Est-ce que vous faites le repas, pendant qu'il y a les enfants avec vous? Est-ce que vous le faites le soir, le matin? Voilà. Toutes ces notions-là, bien sûr, vont vous apporter ou pas des points. Attention, bien sûr, en fonction de ce que vous allez dire, vous pouvez vraiment avoir 0, hein, là, parce qu'il faut surtout ne pas mettre en danger l'enfant. Comme pour le P1, attention, on ne met jamais en danger l'enfant. C'est très, très important. Donc, bien se poser la question, attention à ce que vous allez préparer. Bien évidemment, vous pourriez être amené à dire: «Beh, moi, je me préparais un menu à l'avance chez moi et puis je récite mon menu». Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit: «Attention, hein, les aliments à disposition». Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas être sûr, en fait, si vous voulez, que le menu, la purée de carottes, pommes de terre, par exemple, vous aurez dans vos annexes les fameuses carottes et les fameuses pommes de terre, par exemple. D'accord? Donc faites bien attention. Je me rappelle l'an dernier, il y avait un sujet où il y avait très très peu d'aliments. Il y avait une courgette, une pomme de terre et juste un blanc de poulet. Donc pour les candidats qui s'étaient préparés sur du poisson, des menus hyper originaux et ainsi de suite, et bien là, non. Par purée de carottes, pommes de terre et blanc de poulet, il n'y avait pas grand-chose à faire, on ne pouvait faire que ça, d'accord? Donc voilà, donc préparer des menus à l'avance, oui, bien évidemment, mais attention, hein, il faut vraiment tout voir parce que sinon vous allez être piégé, bien évidemment. Servir les repas, ça va être les notions de respecter les besoins, les rythmes, c'est notamment les quantités. Besoin, c'est les quantités. Quantité, là où vous êtes nombreux à paniquer avec les quantités, retenez surtout les quantités des protéines animales. C'est surtout ça, hein, qui est très important, bien sûr. Après, bien sûr, on ne va pas gaver un enfant, surtout quand il débute la diversification alimentaire. On ne va pas lui donner 200 grammes de purée, par exemple, bien évidemment. On va lui donner une petite quantité de purée. Voilà, forcément, les quantités, c'est quand même un petit peu à maîtriser, mais voilà, pas de panique non plus. Surtout, retenez bien sûr, hein, les besoins des enfants en termes de grammage de protéines animales. Ça, c'est important. Savoir également quand est-ce que comment vous mangez, hein. Est-ce que si vous avez un bébé de 6 mois et si vous avez après des grands également, est-ce que vous allez les faire manger ensemble? Est-ce que vous allez servir le repas ensemble? Est-ce que vous allez donner à manger au bébé avant? Est-ce que vous, en tant que professionnel, est-ce que vous allez manger avec les bébés, avec les enfants? Quels sont les produits, le matériel, hein, que vous allez utiliser? Quelle est la réglementation en termes de matériel que vous allez également utiliser pour donner à manger à l'enfant? La température des aliments, comment voyez-vous que les aliments sont chauds, tièdes? Voilà, voilà, comment, et bien sûr, que faites-vous si un enfant se brûle? Bien évidemment, voilà. Tout ça, bien sûr, hein, voyez, hein, donc ça, c'est concevoir, préparer, servir, voilà. Vous aurez forcément des questions dessus, mais vous aurez également aussi des questions d'urgence, puisque je vous rappelle, hein, forcément, vous ne pouvez pas y échapper, les questions d'urgence. Alors en principe, c'est dans le T5, hein, les questions d'urgence, situation imprévue. Voilà, donc ils l'ont mis par là, les situations imprévues. Désolée, j'ai oublié de vous le mettre peut-être quelque part. Initiative, limite de compréhension, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, sachez que situation imprévue, c'est-à-dire les urgences, forcément c'est là, donc du coup, hein, ça va peut-être avoir une incidence sur votre note, sur vos 20 points. Imprévu, ça peut être lors du repas, ça peut être pourquoi pas lors également de l'organisation, des parents qui n'arrivent pas, des parents qui oublient de venir chercher l'enfant, ou des parents qui envoient une autre personne pour venir récupérer l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ou un enfant qui se fait mordre lors de la sortie du parc. Voilà, vous aurez forcément une situation imprévue. Ça, c'est clair et net, ça fait partie de cette partie-là. Mais attention, comme pour le P1, si vous ne savez pas répondre, il y a plein de petits points par là qui vont du coup s'annuler, hein, puisque je vous rappelle, si vous mettez en danger l'enfant, mais là, ça sera, on va dire, une note sur 6 sur 20, hein, puisque c'est ce qu'on appelle une note éliminatoire. Et donc là, dans cette partie-là, hein, toujours pareil, comme un EP1, c'est la notion de savoir-être. Savoir-être, c'est 8 points. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas être noté sur vos compétences professionnelles, vous allez être noté sur
votre être professionnel. Est-ce que ça y est, vous êtes une bonne professionnelle? Est-ce que vous êtes à l'écoute des examinateurs? Est-ce que vous êtes capable de vous maîtriser? Parce que comme en EP1, l'examinateur va peut-être essayer de vous déstabiliser, exactement comme en EP1. Est-ce que vous êtes à posture adaptée? C'est votre tenue professionnelle, est-ce que notamment en termes de cheveux, de vernis, de tenue, d'habits, ainsi de suite. J'ai fait une vidéo déjà hein, l'an dernier sur les tenues professionnelles, donc allez la voir, pourquoi pas, voilà. Et le langage professionnel, vocabulaire professionnel, là aussi, bien sûr, comme en EP1, hein, c'est vraiment, on va utiliser un vrai langage professionnel. Voilà, on ne dit pas qu'un enfant, je répète, on ne dit pas qu'un enfant est propre, on va dire qu'un enfant maîtrise le contrôle des sphincters, par exemple, d'accord, je vous donne un exemple, voilà, mais c'est vraiment le plus évident parce que c'est vraiment celui que les candidats, on va dire, oublient très souvent, hein. Ils préfèrent dire propre, alors que pour beaucoup d'examinateurs, cette notion de propreté hein, ne veut rien dire. Voilà, c'est maîtrise du contrôle des sphincters. Là, vous avez un langage professionnel. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris hein, comment vous allez être noté. Vous voyez bien que là, vous allez être noté vraiment sur, sur les 4 notions, pardon, hein, T5, RS3, RS4 et RS5. Donc voilà, il faut bien maîtriser tout ça pour justement avoir une meilleure note possible, hein. Faites bien attention, le P3 ça se travaille quand même, hein. Il faut surtout pas, on va dire, voilà, je pense l'épreuve qui stresse le plus les candidats, parce que là, à la différence de l'EP1, vous allez vous appuyer sur vos fiches, là vous partez un petit peu à l'aveuglette, en tout cas si vous n'avez pas votre livret, si vous n'avez pas un livret d'accueil, on va dire, réel, fait chez vous, hein, forcément, voilà. Donc en tout cas, ne stressez pas, voilà, si vous êtes bien préparé, forcément que vous allez y arriver. Donc voilà. Donc petit retour, j'espère que donc vous avez compris, hein, d'accord? Ne stressez surtout pas, voilà, donc là, on va dire, c'est une épreuve qui va durer 25 minutes. Vous allez avoir des questions, bien sûr, sur le référentiel. Forcément, ce référentiel va être en fonction forcément de votre ensemble documentaire. C'est là un petit peu la petite difficulté, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'ensemble documentaire que vous allez avoir. Vous ne savez pas si vous allez avoir des enfants allergiques, vous ne savez pas quelles sont les caractéristiques, les souhaits des parents notamment. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des souhaits notamment, on va dire, avec sans viande par exemple, hein, ou sans poisson, ou sans voilà. Donc effectivement, je reconnais que c'est un petit peu stressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entraîner. Vous n'avez pas le choix. Voilà, franchement, entraînez-vous le plus possible. Sur notre site, hein, vous avez 4 sujets. On va peut-être en mettre même un cinquième, un cinquième, voilà, avec leur correction aussi, bien évidemment. C'est quand même important d'avoir la correction et les explications. Donc voilà, entraînez-vous vraiment. C'est vraiment la base si vous voulez réussir cette épreuve P3. Alors bien sûr, il faut connaître aussi les cours, forcément, parce que je répète, hein, vous ne savez pas sur quel, on va dire, type, caractéristique vous allez être interrogé. Donc j'espère que vous avez compris. Bon courage en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, voilà, à vous abonner et ainsi de suite. Et surtout, venez peut-être nous rejoindre aussi sur Facebook. On essaie de partager plus ou moins toutes les semaines des petits posts QCM et ainsi de suite pour justement vous aider à préparer votre épreuve. À très bientôt, au revoir.